Bon, aujourd'hui, on va parler des règles, et surtout de la période avant les règles et tous les problèmes que ça pose. Et je te vois venir, toi, au fond de la classe, qui va faire Ouah, on ne peut pas vous faire confiance, et vous êtes trop instable. Sache que le mois prochain, je fais une vidéo sur les troubles de l'érection. Donc fais gaffe à ta virilité, il y a des blagues qui vont très vite partir le mois d'après. Étant donné que je ne sais pas qui m'écoute à travers cet écran, on va reprendre à la base. Si tu veux tous les détails, je te mets une vidéo en lien car je vais aller hyper vite. On va prendre l'appareil reproducteur féminin. Ici, tout le monde connaît, c'est le vagin par lequel tu peux introduire plein de choses diverses et variées. Notamment les gamètes mâles, les spermatozoïdes, qui iront ensuite dans l'utérus et remonter pour pouvoir féconder les gamètes femelles, les ovules. Les ovules, elles sont créées environ une fois par mois par les ovaires. Une fois relâchées, elles attendent d'être fécondées dans les trompes de Fallope. Si fécondation il y a, t'as l'ovule qui va se développer en petit enfant en se logeant dans l'utérus. C'est ce qui se passe quand il y a fécondation. Quand il n'y a pas fécondation, la partie de l'utérus qui attendait d'accueillir l'ovule se désagrège et tombe par le vagin, c'est les règles. Il y a donc un cycle tous les mois. Le cycle en moyenne se passe ainsi, 15 jours de préparation d'ovulation, une semaine d'attente de fécondation après l'ovulation, puis une semaine de règles et on est reparti. On dit que les cycles durent en moyenne 28 jours, mais il peut y avoir des cycles longs, courts ou même irréguliers entre les différents mois et qui commencent à ta puberté. Et donc dans ce cycle, il y a une période critique dont on va parler aujourd'hui. Ce sont les jours qui précèdent les règles, qui peuvent entraîner ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, il est issu des classifications des troubles gynécologiques et il désigne un ensemble de symptômes physiques avant les règles qui peuvent être assez handicapantes, comme des migraines, des douleurs articulaires, de la fatigue, et que l'on voit jusqu'à dans 80% des cas. Le trouble dysphorique prémenstruel, c'est issu des classifications des troubles psy. Et ça désigne les modifications émotionnelles comportementales de la période prémenstruelle avant tes règles, comme l'irritabilité, l'anxiété, bref, ça peut créer un peu tous les troubles psy du monde, et ça arrive dans un peu moins de 10% des cas. Du coup, il est super important pour les psys du monde entier de se poser la question de l'influence du cycle dans l'histoire des troubles, parce que ça peut changer complètement le diagnostic. Alors, on va être clair pour la vidéo, selon les études, il n'y a aucun intérêt à dissocier les deux. En fait, le dernier, le trouble dysphorique prémenstruel, ce serait la même chose que le syndrome prémenstruel, mais avec des conséquences différentes et ou plus graves. Donc pour le reste de la vidéo, les théories vont concerner les deux, et je vais pas aller des problèmes prémenstruels ou des troubles prémenstruels de manière globale. Autre fait important, c'est une pathologie qui n'est pas influencée par l'âge, le niveau d'études, la classe sociale, mais par des facteurs comme le stress ou le poids. On voit aussi que les troubles varient énormément selon les cycles. Tu peux ne rien avoir pendant des mois et en subir un horrible d'un coup. Alors, question. Pourquoi la période entre l'ovulation et les règles peut te flinguer complètement? La première proposée est hormonale et ça paraissait logique au début. On a mis en cause la progestérone, ce qui est encore plus logique car pendant la période post-ovulatoire, la progestérone, elle augmente de plus en plus et son taux retombe très vite dès le début des règles. Son but à cette hormone, elle est de bien préparer la grossesse. En plus, on a vu que injecter de la progestérone augmentait ou faisait apparaître des troubles prémenstruels. Donc on semblait avoir trouvé le responsable. Un taux trop haut de progestérone. Sauf que quand on a regardé les taux de progestérone chez les patientes qui souffraient de SPM et ceux qui n'en souffraient pas, on a vu qu'elles avaient le même taux. Donc l'hypothèse est complètement invalidée. La progestérone ne crée pas le problème. Donc les recherches sont portées sur un composant lié à la progestérone qui est l'allopregnanolol. Donc je vais appeler ça allo parce que c'est beaucoup plus simple à dire. Donc l'allo, c'est un neurostéroïde dont l'une des actions des neurostéroïdes est de modifier la sensibilité des neurones. Et cet allo est synthétisé par l'action des progestérones et potentiellement responsable du problème. Mais du coup, pourquoi l'allo, ça créerait le SPM? Eh bien, ce serait parce qu'il permet de moduler l'action de récepteurs GABA qui peuvent jouer dans l'anxiété ou la sensation de douleur. C'est un système qui est censé te calmer.
Et c'est un système que l'on utilise pour comprendre le lien entre stress et les troubles prémenstruels. Quand tu es stressé, par exemple, on a remarqué que l'halo va améliorer la transmission dans ton système GABA et va te permettre de te sédater pendant l'événement stressant. Donc normalement, quand tu es stressé, l'halo augmente pour t'aider à te calmer. Mais on voit que quand tu es atteint par un trouble dysphorique prémenstruel, cet effet ne fonctionne plus. L'halo n'augmente plus alors qu'il devrait augmenter avec la progestérone et donc il ne te permet pas de faire fonctionner ton système GABA pour te calmer. Dans les modèles animaux, dans les expériences sur les animaux, on remarque qu'un stress chronique, c'est-à-dire un stress que tu as très fréquemment tout au long de ta vie, émousse ta production de halo et ça t'empêche de te sédater correctement. C'est pour ça qu'on verra pas mal d'études montrant que la maltraitance augmente le trouble dysphorique. En gros, quand ta progestérone augmente avant tes règles, on s'attendrait aussi à une augmentation d'halo qui te permettrait de mieux te calmer et te sédater. Sauf que ce système il marcherait mal parfois, ce qui donnerait des symptômes physiques et psychologiques censés normalement être calmés par ton système GABA et l'halo. Donc là, vous voyez que la progestérone, elle a un effet très très indirect en fait. Une autre piste potentielle, c'est l'action des oestrogènes. C'est une autre hormone très importante dans l'appareil reproducteur féminin. L'oestrogène, elle a des effets sur la faim, sur ton humeur. Et comme pour la progestérone, on a remarqué que, patiente ou pas, les taux étaient les mêmes. En fait, les personnes avec un trouble prémenstruel auraient une sensibilité plus importante aux variations des oestrogènes, ce qui donnerait plus de différence entre quand elles ont beaucoup d'oestrogènes ou peu d'oestrogènes. Petit point avant de finir sur ces explications. Pour l'obésité et les troubles prémenstruels, on ne sait pas encore le sens de l'association. Il est possible que le lien soit direct, avec des modifications hormonales liées à l'obésité qui créent les troubles prémenstruels. Ça pourrait être un lien indirect, comme le stress qui va augmenter l'obésité, mais aussi augmenter les troubles prémenstruels, ou un lien inverse, avec des personnes qui ont un trouble prémenstruel et qui auraient du coup plus de difficultés dans la vie, ce qui augmenterait l'obésité. On ne sait pas du tout encore. D'ailleurs, là, les explications dont je t'ai parlé, c'est les explications principales, mais elles sont loin de tout expliquer correctement. On a juste des explications hormonales de ce qui peut créer le trouble, mais on ne va pas plus loin sur ce qui crée cette modification hormonale actuellement. Donc de manière générale, il faut clairement arrêter de croire qu'une hormone crée tel ou tel comportement ou problème. Dès que tu plonges dans les littératures scientifiques, tu vois que c'est beaucoup plus compliqué. Là, les chercheurs, par exemple, ils vont essayer d'aller encore plus loin que ce que je t'ai expliqué. Admettons qu'une personne avec un trouble prémenstruel ait une production d'halo émoussée ou une sensibilité forte aux variations d'oestrogènes. Pourquoi elle a ça ? Selon des chercheurs, ça pourrait être dû à une exposition à des hormones androgènes avant leur naissance, puisqu'on remarque une distance urètre-clitoris plus longue dans les cas de troubles prémenstruels, signe que la personne aurait été exposée à certaines hormones quand elle était fœtus. Et oui, ça va loin la recherche quand même. Donc pour l'instant, on a surtout des modèles hormonaux et c'est un des troubles les plus biologiques dont je t'ai parlé sur cette chaîne. Et donc les solutions qu'on va te proposer vont surtout être d'ordre biologique, comme on va voir. Puisqu'il y a quand même plein de choses à faire quand tu as un trouble prémenstruel et on va voir ça. Bon, déjà, je passe vite fait sur le diagnostic. Ce qui est essentiel, c'est l'observation de tes cycles et de quand ça se déclenche. Si le problème apparaît quelques jours avant les règles et disparaît après le début des règles, forte chance que ça soit un trouble prémenstruel. Donc le diagnostic, il se fait en fonction de l'observation des cycles et des symptômes, puisque tu peux développer des troubles paniques, des problèmes alimentaires, des dépressions, pile au moment prémenstruel. Donc le premier traitement qu'on propose en première intention, c'est les antidépresseurs sérotoninergiques, qui réduisent pas mal de symptômes. Évidemment, comme je t'ai dit, on ne connaît pas la cause, donc on doit jouer sur le handicap et les symptômes, surtout dans cette pathologie. On peut les prendre soit de manière continue, soit seulement dans la phase lutéale. Oui, c'est le nom technique de la phase prémenstruelle. On n'a pas encore identifié la meilleure façon de les prendre. Ça marcherait en fait parce que les antidépresseurs jouent sur les niveaux de halo et donc sur le système de GABA. La deuxième idée, c'est les contraceptifs. Les contraceptifs oraux, comme la pilule, ont été les plus étudiés. Tu sais qu'il y a des pilules différentes avec des actions différentes. Il y en a qui te gardent les règles, d'autres pas. Certaines qui s'arrêtent 1 semaine par mois, d'autres pas. D'autres qui jouent sur l'ovulation, d'autres pas. Donc, comme dans beaucoup de cas, il faut souvent en tester plusieurs pour voir celle qui jouerait le plus sur tes symptômes. Donc là, pour l'instant, c'est les 2 plus grosses recommandations. Maintenant, il y a plein de gens qui n'y répondent pas. Donc, on a commencé à développer d'autres approches d'un côté. Et ensuite, il y a des traitements qu'on connaît, mais qu'on réserve pour les cas les plus durs.
car les effets secondaires sont assez énormes. Comme approche nouvelle, tu as celles qui vont jouer directement sur halo. Mais on n'en est qu'au premier stade des tests actuellement. On essaie aussi de comprendre quelle partie de l'appareil reproducteur on pourrait enlever pour limiter les troubles prémenstruels. Évidemment, cela ne vaut que si tu n'as pas envie d'avoir d'enfant. En fonction des données de la recherche, on va trouver de plus en plus de traitements. Pour les personnes dont l'état ne s'est pas amélioré malgré tout ça, on a des traitements plus compliqués comme les benzodiazépines, de la quétiapine ou des traitements plus lourds normalement contre l'endométriose ou lors de la ménopause. Le problème, c'est que ces traitements nécessitent un suivi bien organisé car les effets secondaires sont nombreux et potentiellement très handicapants. Donc, problème très biologique, solution très biologique, mais on propose quand même des psychothérapies, surtout aux personnes qui souffrent de troubles dysphoriques prémenstruels. Parce que ces patientes-là, pendant une semaine, se retrouvent à gérer de l'anxiété, de la dépression ou de l'irritabilité qu'elles n'ont pas forcément appris à gérer, n'ont pas les moyens d'apprendre à gérer toutes seules. Donc, pour résumer, si tu remarques que juste avant tes règles, tu as un changement physique et ou psychologique important et qui disparaît juste après le début de tes règles, parle à un professionnel qui s'y connaît pour voir si on peut t'aider.